Jean-Philippe Desrosiers, est-ce que le rôle du Sénat est amené à évoluer, je dirais, dans la Macronie? Non. Non, le Sénat a toujours été, depuis la Ve République et même avant, une chambre d'opposition. Et il le restera. La seule évolution possible serait qu'au contraire, cette opposition se renforce au lendemain des élections sénatoriales, parce que à l'Assemblée nationale, la majorité soutenant le gouvernement est assez large. Déjà, son groupe est important, mais il y a un certain nombre d'autres groupes qui le soutiennent, le MoDem, les Républicains constructifs, des voix à gauche qui ne sont pas frontalement opposées au gouvernement. Et il est donc possible que l'on voit émerger au Sénat une opposition politique bien plus présente que par le passé. Mais le Sénat a toujours été une chambre d'opposition, de tempérament. Même lorsqu'il y a un gouvernement et un Sénat de même couleur politique, les voix du Sénat n'hésitent pas à aller à l'encontre de la politique voulue par le gouvernement, en amendant ces textes contre l'avis du gouvernement, en faisant évoluer le processus législatif, ce qui ne conduit pas à des heurts et à des crises entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que très fréquemment, l'Assemblée nationale tient compte des positions du Sénat qui éclairent d'un œil nouveau ce processus législatif. Et j'ajouterais un point par rapport aux propos de mon collègue Bertrand Mathieu, c'est que moi je vois trois raisons au maintien et à l'existence d'un Sénat et d'une deuxième chambre. Une raison logique, biologique et chronologique. Logique, il y a une représentation nationale. La nation, c'est le peuple et quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre se trouve représenté dans la seconde chambre, et en France, on a décidé que c'était les entités territoriales. La raison biologique, c'est qu'il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une. Et donc faire les lois avec deux têtes, deux chambres, renforce la qualité de la loi. Et la raison chronologique, enfin, c'est que justement, par la navette législative, on prend le temps de faire la loi, et il faut en finir avec cette idée qu'une bonne loi est une loi faite à la va-vite, est une loi immédiate, car la concomitance entre une loi pensée et une loi décrétée, c'est la dictature. Et en démocratie, il faut la maturation législative, il faut le temps de produire une loi. La deuxième chambre vient compléter cela. Pourquoi ne pas profiter de après le renouvellement du Sénat, de ce débat institutionnel qui débute là. Après-demain, François de Rugy va présenter son groupe de travail sur la réforme de l'Assemblée nationale. D'ici au mois d'octobre, Gérard Larcher, François de Rugy et Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, vont présenter des propositions à Emmanuel Macron sur la réforme constitutionnelle. Pourquoi ne pas profiter de ce moment pour entamer une profonde réflexion sur la réforme du Sénat? Bertrand Mathieu, en introduction, disait que c'est une anomalie, en référence peut-être à ce qu'avait dit Lionel Jospin en son temps, une anomalie démocratique. Pourquoi? Parce que, effectivement, le Sénat est moins représentatif que les autres institutions, notamment l'Assemblée nationale et bien sûr le président de la République en raison de son mode de scrutin. À l'époque où l'on veut un petit peu renforcer les territoires, on pourrait envisager un Sénat diminué dans ses membres. Il en compte 348 aujourd'hui, on pourrait passer à 250, je crois que c'est le chiffre qui est évoqué, et qui enverrait des sénateurs qui seraient issus directement des conseils départementaux, régionaux du territoire, avec également des représentants des différentes catégories de communes en fonction de la population, ce qui renouvellerait profondément le Sénat, ce qui permettrait de mettre un terme définitif, sans le faire, au cumul des mandats. On pourrait l'interdire totalement à l'Assemblée nationale. Il serait maintenu de droit au Sénat et permettrait ainsi de le faire évoluer dans ses attributions, mais également dans ses fonctions. Et s'il devait y avoir, car il y en aurait, des difficultés à faire cela avec le Sénat, car il ne se laisserait pas faire, et je ne suis pas certain qu'il existerait une majorité pour aller en ce sens, la loi organique suffit en réalité. Il n'y a pas besoin de révision constitutionnelle pour procéder ainsi, et la loi organique, elle, peut être adoptée par référendum, même sans l'accord du Sénat, ce que ne peut pas, j'ai un désaccord avec Bertrand Mathieu sur ce point, ce que ne peut pas la révision constitutionnelle, car l'article 89 impose au préalable, avant le référendum, d'avoir un accord entre les deux assemblées sur un même texte. Que la suggestion que je formulais tout à l'heure n'est là ni pour braquer le Sénat, ni pour le transformer complètement dans ses attributions. Au contraire, ça pourrait même contribuer à le revaloriser, parce que si l'on interdit le cumul des mandats à l'Assemblée nationale, mais qu'on en maintient la possibilité au Sénat, je suis prêt à parier qu'il y aura bon nombre d'élus locaux qui s'intéresseront davantage au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Ceux qui souhaitent justement maintenir cette double casquette de mandat local, mandat parlementaire. Bonne loi, on ne fait pas de bonne loi, je l'ai dit, j'insiste, on ne fait pas de bonne loi rapidement. Parfois, il faut faire une loi en temps d'urgence. Elle porte bien son nom, la loi sur l'état d'urgence du 20 novembre 2015 devait être faite dans l'urgence, elle a été faite en 2 jours. Bon, et c'était pas une des plus mauvaises lois que pouvait
pouvait compter la République. Il y avait là une situation d'urgence. Mais hormis ces cas exceptionnels... On se souvient aussi de François Hollande. Oui, mais c'est pas parce que François Hollande ou Emmanuel Macron le disent qu'ils ont forcément raison. Effectivement, on est dans une boulimie législative. On le ferait mieux de réfléchir, de se rendre compte, de faire un diagnostic avant d'apporter la solution. Et pour le Sénat, je pense qu'il y a... je suis un défenseur du Sénat, je pense qu'il a toute sa place dans l'équilibre institutionnel, mais je crois qu'il y a quand même une difficulté, un diagnostic qui est qu'effectivement, il surreprésente les communes, et en particulier les communes rurales, car l'essentiel de nos communes sont des communes peu peuplées. Plus de 32 000 communes ont moins de 2 000 habitants. Ça me semble relativement problématique d'un point de vue démocratique. La preuve en est, la droite a toujours été la première force politique au Sénat. Même dans la parenthèse 2011-2014, la première force politique au Sénat, c'était le groupe UMP, qui était le premier groupe du Sénat. Mais là, on se trouve dans un système assez particulier où il y a une première écriture de la loi par le gouvernement, il y a une réécriture politique par l'Assemblée nationale, il y a une réécriture qui l'est moins par le Sénat, et puis ensuite il y a une révision, pourrait-on dire, par le Conseil constitutionnel. Et tout ce qui peut, hors des cas d'urgence qui ont été soulignés très justement, refroidir la machine à fabriquer la loi, est incontestablement un gage de qualité. Et probablement faudrait-il aussi s'intéresser au fait que tout ne mérite pas de tomber dans le domaine législatif. La loi, à force de s'occuper de questions secondaires, se dévalorise incontestablement. Et là, probablement, le ralentissement est aussi un bon mécanisme visant à la qualité de la loi. Et le Sénat y participe. Ouais, oui. Peut-être Samuel Legoff. Ce qu'on ne pointe pas assez également quand on parle du rythme législatif qui serait trop lent, c'est la responsabilité du gouvernement, qui empile les textes les uns sur les autres, qui demande à passer en urgence. Quand une assemblée commence à examiner un texte du début du passage en commission à la fin de la séance publique, il s'écoule un temps très court. Le temps long, c'est le temps entre deux lectures dans chaque chambre, parce que le gouvernement ne maîtrise pas le calendrier parlementaire comme il le voudrait, fait passer des priorités un texte avant l'autre. On apprend une semaine avant que finalement c'est tel projet de loi et non pas tel autre qui va être examiné. Donc il faut voir l'ensemble du processus de fabrication de la loi et pas se concentrer sur c'est les assemblées, c'est la faute des députés et des sénateurs. C'est aussi souvent la faute du gouvernement. C'est même principalement la faute du gouvernement qui effectivement, il y a un temps long entre deux lectures dans chacune des assemblées. Pourquoi ? Parce qu'il multiplie les textes et les textes s'accumulent et il n'y a que 24 heures dans une journée. Et c'est aussi pour ça que parfois l'adoption d'une loi prend du temps parce qu'il y a beaucoup d'autres textes et sur tous les textes qui sont déposés devant le Parlement, il faudrait s'interroger sur leur utilité réelle. Encore une fois, il y a cette boulimie législative. La loi devient un recours et n'est plus une solution. Là où la loi devrait rester la solution, effectivement, à un problème qui a été au préalable diagnostiqué. Alors, Emmanuel Macron, une chambre d'opposition, comme je l'ai dit, mais d'opposition constructive, effectivement, ouvert à la négociation. Alors, il y a certains points de blocage, parfois. Parfois, l'affrontement est de la posture politique. Le Sénat ne veut pas céder et le gouvernement veut montrer qu'il est en mesure de passer en force. Mais en général, la plupart des textes, même quand les deux chambres sont de couleurs politiques opposées, sont adoptés à l'issue d'une commission mixte paritaire, sans dernier mot à l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est tout à fait profitable. Il faut continuer ainsi. Et il ne faudrait pas que le président de la République, fort d'une légitimité qui est la sienne, mais qui peut être elle-même tempérée par les conditions dans lesquelles il a été élu et par le temps qui passe, lui laisse l'illusion qu'il peut absolument tout faire sans tenir compte de cette seconde chambre essentielle pour l'équilibre institutionnel. Eh bien, merci à vous Jean-Philippe Desrosiers, merci Bertrand Mathieu, merci Samuel Legoff. Merci.